On est gêné parce que l'Algérie, c'est un grand pays africain. C'est la 4e économie africaine. Sur le rapport de l'indice de développement humain, dans le continent, l'Algérie est 2e. L'Algérie est un modèle. En termes de modèle, l'Algérie est l'un des seuls pays africains qui peut revendiquer une réelle indépendance. Vous savez pourquoi? L'Algérie ne recouvre pas l'endettement extérieur. Et d'ailleurs, c'est même pour ça que dans le plan de la géopolitique globale, de l'impérialisme globalisé, l'Algérie est une cible. Oui, parce qu'un pays qui ne recouvre pas l'endettement extérieur dérange la finance internationale dont nous connaissons tous le projet. L'Algérie a conquis sa respectabilité dans le cœur de tous les Africains à cause de la tradition anti-impérialiste de sa diplomatie. Je vous ai parlé ici plusieurs fois de ce qu'a incarné Bouteflika, jeune diplomate de 25 ans à l'époque, Bouteflika. Dans la mémoire des Africains, on s'en fichait de savoir si on était noir ou si on était maghrébin. On s'en fichait à l'époque. Toute cette expérience est passée où? Où est passée toute cette expérience qui aurait pu amener l'État d'Algérie à ne pas être aussi grossièrement maladroit dans la gestion d'un tel dossier? Je vous donne des éléments qui vont vous démontrer comment cette maladroiture qui ressort dans les différentes versions des deux pays. Je veux reprendre des arguments de la diplomatie algérienne. Et vous allez voir si c'est consistant. Parce que je répète, mes amis algériens, hier, ils nous adulaient. Oh, président Badakari, machin et consort. Mais maintenant, quand on leur dit la vérité, ça commence à devenir comme si c'est une affaire d'ennemis ou d'amis. Non, 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 non. Les meilleurs amis vous disent la vérité. Les meilleurs amis vous disent la vérité. Ce que l'Algérie est en train de faire là, c'est très maladroit. La diplomatie malienne réagit face aux déclarations de l'Algérie. Le Mali dit ceci. L'Algérie veut faire du Mali un levier de son positionnement international. Je répète, l'Algérie veut faire du Mali un levier de son positionnement international. C'est comme ça que le Mali ressent le comportement d'Alger. Ça veut dire c'est de la colonisation. C'est-à-dire que pour le Mali, les Maliens, l'État malien vit la démarche algérienne comme étant de la pure colonisation. Puisque vous voulez faire du Mali un levier de votre positionnement international. Et pourquoi on peut donner raison à l'État malien? Vous voulez. Prenons les arguments de l'Algérie. Ils disent que le nord du Mali, c'est 80% du territoire habité par seulement 10% de la population. Écoutez bien. Écoutez-moi l'argument. Hein. Écoutez l'argument de l'État algérien. Un grand État comme ça. Voilà comment l'État algérien aborde officiellement l'enjeu, la question du Mali. Donc, votre titre là, ça a un sens. Hein? Ça a un sens, votre titre là. Voici les explications. Que non, le nord du Mali, c'est 80% de l'ensemble du territoire du Mali. Et c'est seulement habité par 10% de la population. Vous savez que ça se entend. Regardez le sous-entendu, le non-dit. On parle comme ça d'un État, d'un pays frère. Et ils disent que, d'autres arguments, il faut l'application de l'accord d'Alger. Il faut de la décentralisation. Mais venez une fois diriger le Mali. Mais annexer une fois le Mali, non? C'est pas de ça qu'il s'agit. Un tel niveau d'ingérence dans les affaires d'un pays souverain, c'est tolérable ça?
Non, regardez les termes d'une diplomatie ancienne, vieille, expérimentée comme celle de l'Algérie. Regardez en quels termes elle traite d'un dossier aussi sensible. Donc, ok, premier argument, c'est que, vraiment, c'est le même territoire vide. Hein. C'est-à-dire l'essentiel de la population du pays ne vit pas là-bas. Et en plus, même le nord du Mali, c'est 80% du territoire, habité seulement par 10% de la population. Écoutez ça. Alors, je vais vous demander pourquoi c'est passé. Est-ce que vous savez que maintenant, on va retourner ça. Je mets de côté le fait que l'Algérie dit que les groupes terroristes nommés comme tels par l'État malien ne sont pas des terroristes. Tout ça, on va... Parce que avant de nous haïr, argumenter, c'est argument contre argument. Ouais. Non, moi, je ne cherche pas à devenir l'ami des Algériens. On n'était pas amis parce qu'on est beau, on est laid. On était amis à cause de la démarche politique de ce pays. Et de c'est-à-dire son positionnement international hier. Alors, écoutez, on nous dit que 80% du territoire du Mali, c'est au nord. Et 10% seulement des Maliens y habitent. Donc ça justifie la démarche d'Alger. Bon, environ 90% des Algériens vivent dans la région côtière du Nord. Les habitants du désert du Sahara sont principalement concentrés dans les oasis. Alors, donc, c'est-à-dire qu'on peut donc aussi retourner à l'Algérie, le même raisonnement. Puisque 90% de votre population vit dans la région côtière, bon ok, la partie restante est là. Ça ne vous appartient plus. C'est-à-dire que ce n'est même plus un territoire algérien. C'est quand même extraordinaire. Comment un pays peut raisonner comme ça? Est-ce qu'on peut réfléchir comme ça? Est-ce parce que l'essentiel de la population du Mali ne vit pas dans l'immense partie désertique du pays, que c'est le nord, que ça donne que Alger utilise ça comme un argument pour se mixer grossièrement dans les affaires intérieures du Mali? Ce territoire malien, oui ou non? Si. Même si c'est vide, en quoi ça regarde les Algériens? Ça regarde en quoi? Ça regarde en quoi? Ok. L'autre argument, c'est les combattants là ne sont pas des terroristes. Ouais. C'est même le centre de la communication du ministre algérien des Affaires étrangères. Je vais vous démontrer que ça frise même un certain racisme, une certaine condescendance, même quasi raciste. C'est incroyable. Je vais vous enfoncer le couteau dans la plaie. Est-ce qu'on vient s'amuser ici? Ce sont mes amis d'Algérie. Vous savez comment le foyer a défendu l'Algérie? Vous parlez à un IPCiste. Nous, les IPCistes, on ne s'amuse pas avec l'Algérie. C'est un lien très fort. Mais je répète, ce n'est pas un lien qui est basé sur un sentiment. C'est un lien qui est basé sur une convergence politique et idéologique et stratégique, qui a nourri cette relation historique et politique qui nous lie à ce grand pays qu'on appelle l'Algérie. C'est pour ça qu'on a beaucoup de respect envers Bouteflika, un grand monsieur. Oui, Bouteflika, tous ces gens-là, moi j'ai toujours du respect pour l'Algérie, un grand pays. Donc, revenons aux années de la guerre civile que Bertrand se réveille les années de guerre civile. On est en 1991. Le Front islamique du salut gagne les élections législatives. Bien sûr. Vous avez un certain Chaldi Benjedid qui est au pouvoir. Que fait l'armée? L'armée dit, non, nous ne pouvons pas accepter que notre pays soit dirigé par l'islamisme. Je pose une question. Pourquoi l'armée a estimé que la victoire démocratique du Front islamique du salut était inacceptable pour l'armée algérienne? Pourquoi? Au point de stopper le processus et de transformer, c'était un coup d'État. C'était un coup d'État militaire qui avait été fait. C'est ça qui lance la guerre civile. Civile. Je pose la question. Commençons d'abord par là. Pourquoi l'armée stoppe ce processus? Deuxième chose.
À l'époque, comment l'armée qualifiait les islamistes? Des criminels. Jonathan, tu te rappelles, c'était pour eux là, non? À l'époque, comment l'armée algérienne qualifiait les islamistes? Et quand ceux qui, dans le champ international, estimaient qu'ils ne sont pas les terroristes, comment se comportait la diplomatie algérienne? Qu'ils portaient atteinte à la sécurité de l'Algérie et ils étaient alliés aux terroristes. Mais écoutez-moi, c'est-à-dire, comment on peut expliquer ça, Bertrand? C'est terrible. Comment on peut expliquer ce genre de complexité? Donc, l'Algérie n'est pas en mesure de comprendre l'État malien, actuellement là. Alors que par le passé, elle a fait face à des mêmes mouvements qui ont été traités comme tels. Je vous dis, aujourd'hui, on va pas à pas. C'est-à-dire que, quand c'était l'Algérie hier, à cette situation-là, comment l'armée algérienne s'est comportée? J'ai posé deux questions. Pourquoi on stoppait le processus démocratique d'élection? Pourquoi? On a dit que la démocratie n'a pas de sens si ça permet aux islamistes de gagner. On arrête ça. Le peuple s'est trompé, on arrête ça. On a dit au peuple, tais-toi. Tu es un enfant, tu dois subir la tutelle de l'armée. Tu es bête, tu fais élire les islamistes. On a stoppé le processus. Oui. On a stoppé le processus. Deuxième chose, comment est-ce qu'on les qualifiait? Pour appliquer l'implacable répression que l'armée, répression militaire, que l'armée algérienne a exercée pour contenir cette affaire. Imaginez-vous à l'époque que les pays amis de l'Algérie s'élevaient pour dire à l'Algérie que monsieur, les islamistes ne sont pas des terroristes. Ce sont des militants politiques, ce sont des Algériens. Ils sont la conséquence de votre mauvaise gestion du pays. Tout à fait. Asseyez-vous. Tout à fait. Arrêtez ça pour le négocier. Comment l'Algérie aurait réagi? Pourquoi deux poids, deux mesures? Pourquoi ce qui est inacceptable pour l'Algérie est valable pour le Mali? Dans les mêmes conditions, la même situation. Mon cher Fabrice. Pourquoi? Pourquoi je vous dis que ça a une tendance, c'est-à-dire raciste. Il ne faut pas que l'Algérie énerve les Africains. Je sais ça là. Moi j'ai dit toujours ça. Vous savez, quand je convoque même la dimension du racisme, pourquoi? Vous connaissez le sort des Noirs en Algérie à l'heure actuelle? La population originaire de l'Algérie, ce sont les Noirs. Maintenant, il y a des spécialistes de pareil d'autres choses. Ce sont les Noirs. 70% de la population algérienne. Historiquement, actuellement, ils sont une minorité. Non, ils sont toujours majoritaires, mais ils sont invisibilisés. C'est la même chose au Maroc et en Tunisie. Ils sont méprisés, opprimés, et ils n'ont pas accès à des responsabilités d'État. Tout à fait. Bon, est-ce que cette longue histoire de condescendance et de racisme qu'on a avec nos frères arabes, mon cher Fabrice, vous croyez que ça ne nourrit pas un tel comportement au point où vous oubliez les évidences? Vous oubliez les évidences? Est-ce que nous allons faire des leçons de diplomatie aux diplomates algériens? Non. Donc, les gens savent ce qu'ils font là, Fabrice. On sait ce qu'on fait. On dit, ok, il faut négocier. Avec les groupes séparatistes. Que ce n'est pas par la lutte armée. Ouais, qu'il faut une médiation politique qui sera couronnée, chapeautée par Alger. Dans le cas de l'Algérie, de la guerre civile, quand est-ce que l'armée algérienne a consenti à négocier? Quand est-ce qu'elle a consenti à négocier? Quand elle avait gagné pratiquement la guerre sur le plan militaire. Elle avait gagné la guerre. À quel prix? À quel prix? Près de 150 000 morts. 150 000 morts. Le sang. Le sang, c'est-à-dire que c'est grave. C'est-à-dire que quand est-ce que l'armée, l'État algérien a convenu que bon, ok, maintenant on peut discuter. Bouteflika viendra avec la concorde civile. Avec la concorde civile. Fabrice, c'est quand on avait anéanti les islamistes au niveau militaire. Et que, écoute-moi bien, l'État algérien a favorisé l'émergence d'un islamisme convenable.
dirigeait à l'époque un leader dont j'ai oublié son nom. Parce qu'avant c'était Labassi, Madani, Ali Belhad. Mais il y avait un monsieur là, j'ai oublié son nom comme ça, qui avait émergé. Oui, il avait émergé, j'ai oublié son nom là. Il avait émergé à l'époque et il incarnait, il représentait un islam, un islamisme qui convenait à l'État algérien, le servant d'interlocuteur. Pourquoi l'Algérie refuse le même droit à l'État malien de décider quand c'est nécessaire de négocier, mais à ce moment-là, pas avec les terroristes, bien sûr, mais avec des interlocuteurs qui reconnaissent l'unité du Mali et la non-négociabilité de son intégrité territoriale. Moi, je pose la question. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème dans l'affaire ici? Il y a un problème. À la fin que cherche l'Algérie. Donc, le Mali dit, vous ne pouvez pas faire du Mali un levier de votre positionnement international. Et c'est clair et net. Jonathan a dit une chose extraordinaire tout à l'heure. C'est passé comme ça. Jonathan a rappelé que, il dit que le logiciel de l'État algérien est complètement rouillé. C'est-à-dire que le logiciel qui préside à la définition du rôle régional de l'Algérie est incompréhensible. C'est incompréhensible. On est là, dans une démarche, on est anti-impérialiste, mais quand on est avec ses voisins, et particulièrement le Mali, dans le cas d'espèce, on fait une politique de puissance. Mali, Maroc, Mauritanie, c'est le même comportement. On fait une politique de puissance. Or, vous savez que une politique de puissance veut dire que seuls mes intérêts comptent. La manière dont je vois mes intérêts, c'est la vérité. On ne discute pas, sinon je frappe, je suis puissant. Comme Washington. Mais attends, comme Washington. Pas de différence. Mais c'est pour ça que je dis donc que mais c'est quel genre d'anti-impérialisme ça? Fabrice, c'est quel genre? Comment donc comprendre les positions anti-sionistes de l'État d'Algérie et qu'elles ne soient pas en mesure de comprendre comme étant la conséquence d'une véritable cohérence de sa position globale, par exemple sur la question palestinienne et dans le champ international comme étant anti-impérialiste, comment elle ne peut pas comprendre que mais c'est-à-dire que l'allié naturel de l'Algérie, c'est le Mali. Ouais. Vous comprenez très bien que... Alors que même j'ai un mouvement indépendantiste sur son territoire, la Kabylie, qui revendique depuis plusieurs années, effectivement, un moment d'autodétermination. Et ça n'a jamais été conseillé par l'État algérien. Comment Les leaders sont en prison. C'est-à-dire que... C'est-à-dire, je veux qu'on nous explique comment on peut comprendre l'Algérie. Moi, je veux comprendre l'Algérie. Moi, je veux comprendre. Ok, d'accord. Parce qu'il faut comprendre l'Algérie, c'est un grand pays. Mais on fait comment? Comment dans de telles conditions le Mali va discuter avec l'Algérie? C'est quoi? Mais on demande au Mali de capituler. C'est une capitulation. L'Algérie veut annexer le nord du Mali. Ça va choquer, mais ils sont obligés de dire ça. C'est une démarche indirecte d'annexion, en se camouflant derrière les Touaregs. Et je reviens sur la question Touareg. Parce que quand on dit au Mali que discuter, négocier, c'est sur la table, mais les Touaregs sont à cheval sur au moins 5 États. 5 États. Et c'est la Libye, le Niger, le Burkina Faso, la Libye, etc. Le Mali. Et l'Algérie elle-même. La Mauritanie. La question Touareg aussi en Algérie, ça chauffe. Parce que même en Algérie, ils réclament un État. C'est même ça qui... Donc on voit très bien que... Voilà. On voit très bien que l'Algérie veut exporter sa question Touareg. Ailleurs. Au Mali. Donc elle veut canaliser la nervosité Touareg. Je vais rester pour il veut dire nervosité. Elle dit Touareg, dans le contexte algérien, elle veut canaliser ça au Mali. Et je rappelle, cette canalisation de la question Touareg, il faut s'arrêter. Parce qu'il y a une question Touareg, comme il y a une question kurde. Tout à fait. Tu vois bien. Une question kurde. Les Kurdes étant aussi un groupe ethnique qui est particulièrement dans 3 ou 4 États, là-bas au Moyen-Orient.
Ce sont les amis de Jonathan. Et les Kurdes sont instrumentalisés géopolitiquement par les Occidentaux. La Turquie, les États-Unis. La Turquie aussi fait pareil. Israël n'est pas loin pour de partitionner la Syrie. Et c'est la question de la question kurde. Les Américains font pareil et tout. Et ça devient quoi? On se sert d'un peuple pour des batailles géopolitiques. Alors qu'on s'en fout de ce peuple-là. La question Touareg date de plus de 100 ans dans cette région-là. Plus de 100 ans, même, ça va aller même 130 ans qu'il y a la question Touareg. Je vais vous expliquer. Au 19e siècle, les Touaregs ont opposé une résistance farouche à la pénétration coloniale dans le Sahara. Parce qu'il faut le dire historiquement, c'est le peuple du désert. Historiquement. Je rappelle encore, peut-être pour ceux qui nous suivent, ils sont d'origine blanche. Métis. Pas, non, ils sont originellement des blancs, ils se sont métissés. Il y a des noirs et des blancs. Comme ça qu'ils se présentent. Qu'ils sont d'origine. Je dis que il y a les tribus où c'est pratiquement les noirs. Oui. Donc, ces peuples-là, mettons, ont opposé une résistance farouche à la pénétration coloniale. Et quand ils le faisaient à l'époque, on a traité tous les mauvais noms de la terre. On leur a donné ça. Barbares, sauvages, animaux, tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Depuis donc, la France, comme d'habitude, a décidé donc, de renverser, de canaliser maintenant ce qu'on appelle l'irrédentisme touareg contre les États, pour les affaiblir dans le cadre de la géopolitique française. Je pose une question simple. Mais Bertrand, comment l'Algérie peut être un État anti-impérialiste et ne comprend pas ça? Comment il ne comprend pas ça? Non, il y a d'autres intérêts. Et c'est en cela que Bertrand tout à l'heure a convoqué la question de l'armée. L'armée. Hein? Quand on vous dit que c'est un lieu de trafic, on dit vendeur de cigarettes. Vous trompez les naïfs. Je vous avais signalé ici comment on pillait les richesses du nord du Mali. Et c'était de gros, c'est-à-dire que c'était beaucoup d'argent. Ce n'est pas ça la fin qui est dernière. Ou peut-être l'armée algérienne, confrontée à la question de son renouvellement, de sa reproduction et de son avenir, dans le contexte de l'évolution de la société algérienne. Parce qu'on ne viendra pas dire tous les jours aux Algériens que c'est grâce à nous que vous avez été indépendants. On dit que maintenant, vous êtes tous des enfants et on a un droit de tutelle sur vous. La société algérienne évolue, Fabrice, évolue, la nouvelle génération arrive, elles ont peu à faire avec l'indépendance de l'Algérie. Ça ne dit rien. Il n'est pas facile de continuer à justifier la prééminence de l'armée sur le destin de l'Algérie. Quoi de mieux de réorienter, de réorienter cet enjeu-là en faisant du nord du Mali une basse-cour, où ce qu'on ne peut plus faire en Algérie, on va aller faire là-bas, puisque les gens se sont habitués à des privilèges et à un certain train de vie. Oui, ce que je dis là va faire mal. Mais ce n'est pas négociable. Il faut que nos amis algériens se ressaisissent. D'accord. Il faut que l'Algérie se ressaisisse, qu'elle retrouve la cohérence de son positionnement anti-impérialiste qui a fait sa grandeur et qui a noué cette relation historique que, par exemple, moi, Badakani, il précise que les patriotes camerounais, on adore l'Algérie. Il faut retrouver cette cohérence-là. Et cette cohérence, son destin, son versant naturel, c'est le Mali. Le partenaire majeur du Mali, de l'Algérie, c'est le Mali. Nous ne sommes pas naïfs. Nous comprenons que, tout à l'heure Bertrand a soulevé, les divers fronts dans lesquels se retrouve l'État algérien dans la sous-région. Le Maroc. Et la France. Non, d'accord. Avec la Libye, le Maroc, la Tunisie, etc. Il y a tension. Et particulièrement le Maroc. Et aujourd'hui, il y a une montée à l'extrême. La diplomatie algérienne est nerveuse, elle est sous pression, elle est tendue parce que la France a décidé de reconnaître la marocanité du Sahara occidental.
c'est une déclaration de guerre à l'Algérie. Tout à fait. Mais raison suffisante pour que l'Algérie comprenne que mais mon partenaire naturel, c'est le Mali. Oui. Alors, ça ne sert à rien de vouloir être l'ami de Burkina Faso au détriment du Mali. Au détriment de la relation qui vous lie au Mali. Comment? C'est l'AES. L'intérêt de l'Algérie, c'est de consolider l'AES. Tout à fait. C'est ça son intérêt. Et par là, avoir une vision globale de la question Touareg. Si on veut reprendre l'initiative dans cette affaire, puisqu'elle veut être médiatrice, mais il faut qu'elle comprenne que le minimum, si tu veux être médiateur dans un conflit, mais si une partie te rejette, tu es médiateur de quoi alors? Mais toi, tu fais ta médiation en t'imposant, c'est la force. Et dans un contexte pareil, est-ce qu'il est possible pour l'Algérie de pouvoir gérer une quelconque médiation sans la Russie, sans la Russie, sans invitation de la Russie? Non, non. Que nos amis algériens se ressaisissent. D'ailleurs, ça va, ils vont dans un culte de ça, s'ils continuent comme ça. Parce que contrairement à ce qu'on croit, l'idée qu'ils se font de leur ordre régional doit tenir compte des évolutions de la sous-région. Absolument. Et des nouveaux rapports de force qui se dessinent. C'est ça aussi la souplesse d'une diplomatie. C'est ça aussi la capacité à anticiper, mon cher Fabrice. C'est ça aussi la mise à niveau d'un logiciel stratégique qui intègre la sous-région dans ses évolutions. Aujourd'hui, l'État du Mali est décidé, est dans la reconquête de sa souveraineté. Et ça passe par la maîtrise totale de l'intégrité de son territoire. Mais est-ce que c'est compliqué pour l'Algérie de comprendre ça? Si on comprend ça, Fabrice, le reste est négociable. Hein? Le reste est négociable. Donc vraiment, que nos amis algériens se ressaisissent et que la grande entente, la grande alliance, la grande amitié qui a longtemps lié les deux pays soit de nouveau à l'ordre du jour pour le bonheur de l'Afrique. L'Algérie, le pays des hommes indépendants au grand cœur. Avec une superficie de 2 381 741 km², l'Algérie est le plus grand pays d'Afrique. Oui, il y a tellement de choses à dire que nous n'aurons pas le temps de vous faire voyager dans ce beau et immense pays de l'Afrique du Nord. Aujourd'hui nous allons plutôt nous focaliser sur le côté caché pour ne pas dire, le côté obscur de ce pays du Maghreb. Longtemps resté aux côtés des pays du sud d'Afrique, l'Algérie montre aujourd'hui son vrai visage après des années passées à se cacher derrière un semblant de panafricanisme. Voir ce qui se passe en Algérie avec le peuple premier devenu minoritaire sur son propre sol, et qui ne figure nulle part dans aucun des médias, tant nationaux que internationaux, donne à réfléchir. Cela doit nous amener à nous poser des questions sur les relations futures. Pour les dirigeants algériens actuels, le réveil des pays comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso représente la fin de son hégémonie dans la zone sahélo-sahélienne. Longtemps resté maître des lieux, l'Algérie n'a plus les moyens de dicter sa volonté à aucun de ses voisins, encore moins contrôler la région. Et le responsable de cette descente aux enfers n'est autre que la Russie. Oui, selon l'Algérie, la présence russe dans la zone a terni son influence dans la région. Les dirigeants algériens en veulent aujourd'hui à la Russie pour avoir apporté leurs aides à certains de ses voisins comme la Libye et les pays de l'AES. Mais si nous regardons en profondeur, nous pouvons constater que notre pays frère, l'Algérie, avait déjà longtemps cessé d'être panafricain. Les raisons de ce désamour qu'on peut s'imaginer sont multiples. Et l'une des raisons n'est autre que l'ambition hégémonique comme nous venons de l'énoncer un peu plus tôt. La seconde raison est économique. L'Algérie, pays producteur de gaz et pétrole, est l'un des fournisseurs de l'Union européenne, avec qui le pays réalise plus de la moitié de son commerce extérieur. Ce qui veut dire que l'Algérie est très dépendante des pays européens. Et comprenant cela, l'Occident use de toute son influence pour aligner les dirigeants algériens sur leur politique coloniale en Afrique. En réalité, nos frères arabes du nord de l'Afrique n'ont jamais accepté qu'on les assimile aux pays africains. Ce mépris à l'égard du Mali ne date pas d'aujourd'hui. Jetons un coup d'œil aux voisins mauritaniens où la population est à majorité noire, mais sur la scène internationale, seul le Mauritanien de peau claire est mis en avant. Dans les administrations, la priorité est donnée dans le pays à la minorité. C'est pareil dans les autres pays du Maghreb. Alors pourquoi devons-nous nous étonner du comportement des dirigeants algériens? Ils n'ont qu'un seul objectif,
continuer et achever l'arabisation du reste du continent africain comme ils tentent de le faire au Mali et dans les autres pays du Sahel. Et pour cela, nous devons être prêts à toute éventualité venant de nos voisins du Nord qui nous appellent frères quand ils sont dans les problèmes et prêts à nous vendre à l'ennemi à la moindre occasion. Alors encourageons nos dirigeants comme ceux de l'AES à équiper nos armées, car qui veut la paix prépare la guerre. Actuellement une porte est ouverte à l'Afrique pour se faire une place dans cette jungle en béton, alors nous n'avons pas intérêt à rater ce train.